Montagne en poésie, bonjour. Faire entendre la diversité des voix de producteurs locaux qui ont choisi le bio, tel était le propos d'un petit collectif réuni par la Maison de la Poésie Transjurassienne les 21 et 22 octobre dernier, lors de la foire bio de Longchaumois. Durant 2 jours, 5 diseuses et 1 diseur se sont prêtés au jeu en haranguant les très nombreux consommateurs présents. Au cours de cette émission et la suivante, Montagne en poésie revient sur ses courtes histoires de vie, avec en novembre Christophe Jasseron qui porte la voix de Thierry de la ferme Barbiche et Pampille, Flora Mercier, celle de Natacha de l'herberie Millefeuille et Clémentine, production et distillation jurassienne, et enfin celle de Marion Sirifis qui porte la voix de Laurent, ferme de Champondré. En décembre, 3 autres voix se feront entendre. À ces voix de paysans de la montagne jurassienne, nous avons souhaité mettre en correspondance celle de la Suisse voisine avec Blaise Hoffmann, auteur et vigneron, invité sur la foire bio pour présenter son livre Faire paysan, sorti au printemps 2023 aux éditions Zoé. Entre reportages de terrain qu'il affectionne et réflexions plus intimes, Blaise Hoffmann brosse un portrait de la Suisse romande en tentant de faire le lien entre vie paysanne et vie citadine, trop souvent opposées car trop mal connues. Bonjour Blaise Hoffmann. Oui, bonjour. Moi je viens donc de la... En gros ça s'est fait comme ça. D'abord il y a eu la découverte de la lecture, de la littérature, après du voyage, et en voyage j'ai commencé à écrire. Donc tous mes premiers livres, il y a 20 ans maintenant, c'est du voyage, c'est de l'Asie, de l'Afrique, c'est de la mer Méditerranée, du Congo, des marquises aussi. Et il y a toujours ce balancier entre l'ailleurs et le retour au local. Alors il y a un livre qui a beaucoup marqué, je crois que plusieurs personnes l'ont lu dans cette assistance, c'est Estive. J'étais sur l'alpage en 2005, ouais. Et puis après, il est sorti 2 ans après, je crois. Mais c'est écrit comme un récit de voyage, mais c'est pas un voyage parce que c'est à 1 heure de route de chez moi. Vous avez reconnu l'accent. Je viens de Morges, près du lac, au bord du lac Léman, en gros. Et c'est un alpage qui est dans les Alpes vaudoises. Et puis, ça n'a pas été mon métier, mais j'ai été moutonnier avec 1000 moutons pendant une estive, d'où le titre. Et ça a donné un livre, et c'était une expérience que je vis un peu comme celle-là avec Faire paysan, c'est-à-dire que c'est un livre que j'ai beaucoup présenté en ville, mais je suis beaucoup allé aussi dans des étables, j'ai beaucoup voyagé avec ce livre, j'ai beaucoup fait le pont entre plusieurs communautés. Donc aujourd'hui, tu es basé à Morges, et ton activité c'est d'être auteur, écrivain, mais aussi vigneron. On va commencer par une petite lecture pour entendre cette écriture. Ouais. C'est donc l'avant-dernier chapitre, L'esprit de la terre, et c'est 2 pages, et on s'arrête brutalement. Bon, résumons, il y a une planète, la Terre, formée il y a 4,5 milliards d'années. La vie serait apparue il y a 3 milliards d'années, et tout récemment, il y a seulement une dizaine de milliers d'années, une espèce plus évoluée que les autres, Homo sapiens, a cessé de chasser et de cueillir. Elle est parvenue à maîtriser d'autres formes de vie végétale, animale. Elle a appris à semer, arroser, drainer, irriguer, construire des terrasses, des enclos, désherber, lutter contre les ravageurs. Elle est parvenue à cultiver du blé et à élever des chèvres en 9000 avant Jésus-Christ, récolter des pois et des lentilles en moins 8000, des olives en moins 5000. Elle est montée sur des chevaux en moins 4000 et a commencé à maîtriser la vigne en moins 3500. Encore aujourd'hui, 90% des calories que nous ingurgitons proviennent de produits blé, maïs, riz, pommes de terre, millet ou orge cultivés avant 3500 avant Jésus-Christ. L'agriculture est donc vieille d'au moins 5000 ans. Elle s'est imposée à toute l'humanité, même si le chasseur-cueilleur avait un régime alimentaire plus varié et plus riche que celui du cultivateur-éleveur, basé sur des céréales pauvres en minéraux et en vitamines, difficiles à digérer, dangereuses pour les dents. La vie sédentaire du cultivateur-éleveur a également favorisé les famines. Il fallait désormais assumer la sécheresse et les inondations, les maladies et les ravageurs, plus moyen de leur échapper en migrant. Malgré les nombreuses erreurs commises ces dernières décennies,
Les paysans et les paysannes appartiennent aujourd'hui à l'infime minorité de ceux et celles qui ont conservé un lien utilitaire à la campagne. Ce sont les héritiers de millénaires de pratiques. Ils sont à la nature ce que les artisans sont à la matière. Ils sont les derniers à savoir la travailler, craindre ses caprices, la faire parler, l'élever, la soigner, la rendre généreuse. La culture et l'élevage sont dans nos gènes. Ce sont les fondements de nos sociétés antiques, le pilier de notre survie sur cette planète. Le quotidien contemporain s'est garni d'une multitude de tâches, mais l'objectif commun reste le même depuis des millénaires, nourrir nos semblables, 8 milliards de terriens. Je trouvais que c'était bien, dans notre ébullition de ces 2 journées, de replacer en fait ce qui nous enracine aujourd'hui. Le pourquoi. Et Blaise, est-ce que toi, depuis tout petit, tu as côtoyé ce monde paysan? Est-ce que tu penses qu'il subsiste encore quelques miettes de ce trésor qui est passé de main en main pendant 10 000 ans? Oui, puis on l'oublie. C'est ça, un des combustibles de l'écriture de ce livre. C'est que l'image, en France, moi vous avez reconnu mon accent, en France comme en Suisse, pourtant j'ai mis un 80 dans le texte quand même, j'ai fait un effort immense. En France comme en Suisse, l'image des agriculteurs, des agricultrices est ternie, a souvent le côté torsionnaire et pollueur qui revient de la conversation aussitôt qu'on commence à débattre d'agriculture. Et puis j'avais envie c'est peut-être aussi dû justement à ces voyages, d'être dans des continents où la mission principale, c'est d'abord ne pas manquer de manger, voilà. On revient à quelque chose d'essentiel, et ce côté essentiel, c'est se nourrir. Alors, à mon avis, justement, dans ce métier-là de paysan, c'est un peu plus que des subventions européennes ou des paiements directs fédéraux chez nous. C'est un peu plus qu'un CFC. C'est un métier qui, pour moi, est à part. C'est un métier qui en réunit toutes sortes d'autres, autant mécaniciens que météorologues, que géologues, que maraîchers, enfin on pourrait faire la cite, et chimiste aussi pour certains. C'est toutes sortes de métiers différents, et puis c'est une approche différente c'est une présence au monde. C'est pour ça que le livre s'appelle Faire paysan, il aurait pu s'appeler Faire paysanne, mais le mot paysan est pour moi important. Le paysan étymologiquement, c'est les gens du pays, du paysage. C'est pas des techniciens, c'est pas l'exploitant agricole. Le paysan, c'est une présence, c'est aussi une relation au temps, un lien avec les saisons, un lien avec le temps qu'il fait. Et c'est cette valeur essentielle que j'avais envie de rappeler après 190 pages de livre. Voilà. Ton métier d'écrivain, comment tu l'as situé par rapport aux propos? On ne choisit pas la forme d'un livre, on suit un flux, mais je me suis aperçu après que c'est un livre qui me ressemble. J'ai été journaliste, avant j'ai fait des études d'historien, c'est quelque chose qui me plaisait aussi d'avoir cette vision plus froide, plus tempérée sur un événement, et puis je suis écrivain, donc j'ai commencé comme un journaliste à faire des reportages, à aller visiter des fermes en Suisse romande, pour le coup. Et ça va depuis la grosse exploitation où plusieurs exploitants se mettent ensemble pour avoir partagé un immense parc de machines, plusieurs centaines d'hectares, méthanisation du lisier, enfin, toutes sortes d'innovations technologiques, jusqu'à la micro-ferme communautaire, souvent des jeunes, parfois néo-ruraux. Et puis j'avais envie de dresser ce portrait. Après, je me suis aperçu qu'il y a tellement de visages différents de l'agriculture qu'il fallait nouer la gerbe. Là, c'est un peu l'historien qui a pris le relais, mais aussi l'essayiste, essayer de comprendre le système qui conditionne l'agriculture d'aujourd'hui. Et puis, j'ai l'impression qu'on ne pourra pas faire comprendre l'agriculture si on ne met pas de l'émotion. On est gavé de pourcentages, de chiffres pour expliquer cette agriculture, mais c'est dans l'émotion qu'il se passe quelque chose, dans la rencontre. Et puis, j'ai foi en la littérature. Pour moi, la littérature, c'est une rencontre. Donc, d'où après le côté plus littéraire du livre, avec un lien à ce qui est intime. Vous êtes bien sur Montagne en Poésie, en replay depuis la foire bio de Longchaumois, qui avait pour thème en 2023 l'alimentation. La Maison de la Poésie s'est interrogée sur le sens de ce mot « nourrir » à travers le livre de Blaise Hoffmann, Faire paysan, mais aussi lors de rencontres avec des producteurs bio de la montagne jurassienne qui consacrent leur vie à cela.
Dans cette seconde partie d'émission, nous allons découvrir ces paroles de producteurs qu'un petit collectif initié par la Maison de la Poésie donnait à entendre sur la foire bio de Longchaumois. La seconde partie sera diffusée le mois prochain en écho à l'entretien-débat avec Blaise Hoffmann qui propose dans son livre Faire paysan des pistes technologiques et écologiques mais aussi éducatives en s'appuyant sur un tandem gagnant producteur et consommateur. Le nerf de la terre. Le nerf de la terre. Parole de producteur et productrice. Être. Oiseau libre de voler. Être. Cristal de roche lumineux. Être. Les crêtes pour méditer au lever, au coucher du soleil. Montagne, avec des collines et des combes, roses sucrées, florales, douces. L'huile essentielle du sapin. Une émotion, je sèche. Paroles de Thierry et Emmanuel de la ferme Barbiche et Pampille, production de fromage de chèvre. On avait quelques chèvres, 25 au début, et on s'est lancé il y a 10 ans. Manu, qui s'occupe aussi des chèvres, adore les animaux, et moi, j'étais dresseur canin pour l'armée. On est tous les deux amoureux de la région, et puis ici, on a notre patrimoine. On vient d'avoir l'appellation bio. 2 ans de démarche administrative. Nous avons dû réduire notre cheptel en 2022 et nous avons aujourd'hui une 50aine de chèvres. Il faut consacrer beaucoup de temps à la terre pour la remettre en état avec les bêtes, le fumier, et faire qu'elle donne un peu plus de foin. Il faut savoir qu'une chèvre se nourrit d'environ 1 tonne de foin par an. Le foin vient des Bouchoux, du Patay, de Dijon, et parfois même de Bordeaux. De Bordeaux, je ne pensais pas qu'on devait aller si loin pour acheter du foin. Il y a une grosse spéculation dessus. C'est devenu de l'or. Certains coupent le foin sans qu'il soit bon à couper. Il est brûlé et part en chauffage. Du coup, tu payes très cher le bon foin. Alors nous, on réduit les bêtes. Moins de foin, moins d'eau. Je pensais qu'on allait pouvoir vivre de notre élevage. Moi, je suis parti de Vaucluse parce qu'il n'était pas possible de créer une ferme là-bas. Les terrains ne se prêtaient pas à l'élevage. Mais à Saint-Lupicin, c'est pareil. Pourtant, on est dans le Jura, pays de l'élevage. Ah, c'est tout pour le comté. Je ne m'attendais pas à ça, question élevage. Je pensais qu'on allait entretenir le patrimoine et gagner notre vie grâce à ça. Aujourd'hui, je ne suis pas éleveur de chèvres, je suis éleveur de fromage. Mais comme on donne le lait de leur mère aux cabris, on ne peut pas faire de fromage de mi-août à début janvier. Et dans le Jura, les gens achètent un fromage de chèvre, 200 grammes, pour 1 kilo de comté, de bleu ou de morbier. En plus, avec nos bêtes, on ne gagne rien. 30 cabris ont été vendus en Saône-et-Loire pour 90 €. 3 € le cabri. Tu mets une cartouche au cabri à sa naissance, c'est plus rentable. Il y a 10 ans, on aurait dû me dire « Vous allez avoir des cabris qu'aucun abattoir ne voudra, car c'est plus facile d'abattre un veau ou une génisse. » C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on envoie nos cabris à l'engraissement et qu'on a moins de chèvres. Ce qui nous fait tenir, c'est le bâti et les terres, 20 hectares de friches et 7 de pâture. Mais la PAC ne paye que sur 12 hectares. Tout le travail à rouvrir le paysage, c'est à titre gratuit. Le buis, c'est notre patrimoine, notre biodiversité, c'est à nous, 80% de mes terres. Mais il est victime de l'épidémie du papillon. Et 12 hectares de buis, ça peut prendre feu. Alors il devient tout noir et à l'intérieur, il pète comme du verre. Avec la sécheresse,
Je serre les fesses. Resterait le copeau. Ça dégage énormément de calories. J'aurais pu les valoriser. Mais ça vaut plus rien. Ah. J'ai l'impression d'être complètement décalé du système, d'être un extraterrestre. J'arrive pas à faire entendre ma voix. On fait tout à l'envers. La forêt se dessèche, mais on reste sur la même trajectoire. Et on ferme les yeux. Il y a deux mondes. Ceux qui mangent de la merde sans se poser de questions. Et ceux qui, petit à petit, cherchent à avoir une bonne alimentation et ouvrent les yeux en se centrant sur d'autres priorités. Moi, je suis un maillon de cette chaîne responsable qui s'agrandit tous les jours. Mais je souhaite bien du courage à ceux qui se lancent. Parole de Laurent, ferme de Champandré, maraîcher et producteur d'huile essentielle. J'avais toujours l'idée d'un retour à la terre, mais je ne savais pas trop ni quoi ni comment. Quand je travaillais au parc régional du Haut-Jura, j'animais des travaux de restauration de certaines zones qu'on appelle des pelouses sèches. On était obligé de brûler. Et le crépitement des huiles essentielles, du génévrier et du pin sylvestre m'a donné le déclic. Je me suis initiée à la pratique de la distillation chez un maître de stage dans les Hautes-Alpes. Et la première fois que j'ai rencontré l'alambic, c'était chez lui en 2010. L'alambic. C'est ce qui me permet de produire des huiles essentielles et des eaux florales. J'ai la particularité de distiller dans un alambic en inox. C'est un objet un peu complexe, mais en même temps facile d'utilisation. L'extraction des huiles essentielles se fait par un flux de vapeur qui est injecté au cul de l'alambic, lui-même chargé de plantes. Un de mes outils de travail et objet fétiche pour moi. J'ai deux activités en une. La partie distillation de plantes aromatiques et médicinales et surtout la partie maraîchère. La production de légumes est arrivée quand j'ai rencontré Armel. On a créé la ferme en 2013. Sur un même lieu, chacun a développé son atelier. Nous étions des précurseurs en s'installant en petite surface dans une zone de montagne. On s'imaginait que nous allions avoir plein de collègues et que ce créneau allait vraiment prendre toute sa place, que les choses allaient décoller. Bon, force est de constater que ça évolue pas tant que ça, et que ces derniers mois, ça a même tendance à reculer. Le choix du bio ? C'était évident. Les huiles essentielles et eaux florales sont destinées à des produits cosmétiques ou de bien-être. Assez logique qu'elles ne contiennent pas de molécules chimiques de synthèse. Pour la production maraîchère, on propose des produits les plus sains possibles. Ma philosophie, c'est travailler toutes les interactions avec le vivant. Ça peut paraître assez sympa et bucolique vu de loin, mais concrètement, ça ne l'est pas du tout. Au jour le jour, c'est tout un tas de questions, d'observations pour voir comment les choses interagissent entre elles, comprendre comment intervenir malgré champignons, insectes, parasites omniprésents que l'agriculture chimique de synthèse a bien évidemment balayé. Tiens, voilà une des grosses problématiques sur la ferme, la courtilière. L'idée, ce serait de ramener des prédateurs naturels comme la poule, la musaraigne, le hérisson et un tas d'espèces d'oiseaux. Mais pour ça, il faut recréer de petits îlots de biodiversité, recréer des linéaires de haies, faire des fauches différenciées de prairies. Bien sûr, notre engagement et nos choix techniques sont mis à mal. Certains jours, je me dis que un bon insecticide, ah bon, mais c'est une idée qui ne dure pas longtemps. Les choix politiques sont pour l'instant pas du tout en faveur du maraîchage écologique, à commencer par la politique agricole commune, puis au niveau local. Avec le bio, dans la restauration collective,
on pourrait déjà garantir des débouchés aux producteurs. Tout ça reste un métier, physiquement éprouvant, et peu de gens ont envie d'y aller, parce que mal payé, mal valorisé. D'ici 10 ans, il y aura des cessations d'activité, et 25% des fermes seront à reprendre. L'agriculture, c'est vraiment une façon de structurer un territoire, de faire en sorte que tout prenne sens. Un enjeu crucial, d'autant plus avec l'évolution du climat. C'est clairement dit par le gouvernement, on est sur une agriculture de plus en plus industrialisée, robotique, numérique, génétique, les 3 hic. Ça veut dire des structures de plus en plus grosses, des gens qui ne sont plus paysans, mais managers. Moi, en tant que producteur, si les choses, je les fais en conscience, qu'elles sont politiquement orientées, je suis un maillon de la chaîne pour changer les modes de vie. Mais il faudrait qu'on soit bien plus de maillons, plein d'autres maillons. Parole de Natacha de l'herberie Millefeuille et parole de Clémentine, production et distillation jurassienne. Je m'appelle Natacha, cela veut dire jour de naissance. J'ai grandi avec les feux de l'âge de pierre, quand, enfant, on jouait à ça. Mon activité est née de mes rêves et de ce que je cueillais dans les bois. Je m'appelle Clémentine, cela veut dire bonté, douceur. Mon activité est née de mes rêves de petite fille, dans le jardin de mamie Janine, la reine des piouanes. Voyez, elle repose comme l'aile d'un ange là, sur mon épaule. Regardez mon tatouage. Nous sommes 2 femmes sorcières avec nos livres favoris. La flore et Lévitique en 1500 pages. Moi, les leçons de Maurice Mességuet, le pape des plantes. Femmes herbes, femmes fleurs, travaillant à votre bonheur. Moi, Natacha, je viens de la ville, famille d'artisans. En Bavière, c'est très dur d'avoir accès à des terrains. Il faut être millionnaire. Là-bas, j'ai cherché un lieu collectif, mais tous trop sectaires ou trop religieux. Quand je suis venue en France, j'ai rencontré Michel et Corinne à la ferme des Lunettes. Et alors là, mon rêve d'accès à la terre, aux plantes, aux connaissances botaniques et d'associations s'est incarné. Moi, pas d'écologie bio, sans savoir trop pourquoi, puis une formation à Montmoreau. Ensuite, tour du monde, des plantes aromatiques. Et enfin, l'envie de m'ancrer, de me reposer. Nous fûmes bouffeuses, curieuses, pour le pire et pour le meilleur. Nous fûmes des découvreuses, et nous en sommes très heureuses. Les idéaux, alors là, pas facile à mettre en place, hein. Quelques compromis quand même, si tu veux vivre de la plante. Faut avoir de la quantité et bien gérer son temps. Oui, mais il y a 24 heures dans une journée. Et combien de mains, combien de pieds? 2 mains, 2 pieds, 2 bras. Avec le cœur nous cueillons, observons et trier les plantes, sans maladie ni saleté. Choisir le bon moment et les laisser sécher pour une bonne production. Au niveau politique, des produits devraient être interdits. Insecticides, pesticides, trop de soutien aux grands champs, trop d'arrachage de haies, trop de casse-cailloux pour faire des prairies à compter qui enlèvent des zones rocailleuses avec leurs plantes merveilleuses. Les marchés bio, on aime, la clientèle répond à l'appel. Les marchés bio, on aime, la clientèle répond à l'appel. J'ouvre ma distillerie de plantes au public, vente directe et conseil aromatique. Sur le marché, je ne mise pas sur le packaging. Mon stand est basique, il marche sur la confiance. Produits nouveaux éveillent la curiosité. Thé du Jura, montagne jurassienne. Le client a le pouvoir de choisir. L'éducation est primordiale.
Même pour les chaussures et les vêtements. Et il y a une production locale. Nous sommes maillons de la chaîne, de la bonne chaîne alimentaire. Mangeons des orties et consommons frais et basiques. La production de base, légumes, fruits, céréales, manque ici. Les communes pourraient au moins proposer des vergers collectifs et des jardins ouvriers pour tout le monde. Venez acheter des parcelles, défricher. C'est pas si difficile que ça, avec des machines. Montagne en poésie, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous en décembre pour la suite de ces histoires de vie des producteurs du Haut-Jura, en écho à l'entretien-débat avec Blaise Hoffmann, auteur suisse. Les auteurs invités des prochaines rencontres comme à la maison, Thomas Vinault le jeudi 16 décembre à 19h et Anouk Ledzik le mercredi 22 novembre à 19h dans le cadre des Petites Fugues en Bourgogne-Franche-Comté. À bientôt sur Montagne en Poésie et n'oubliez pas de suivre l'actualité sur notre site internet www.sautefrontière.fr.